Bienvenue à ce forum sur la reconquête donc, du leadership mondial de la montagne française. Je m'appelle Laetitia Laurent, je travaille à la direction de la communication du Club Med. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants. Je vais commencer par Perrine Pelaine, directrice générale des championnats du monde Courchevel-Méribel 2023. On a ensuite Gilles Chabert, qui est conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à la montagne. Sylvain Charlot, qui est délégué à la montagne pour Atout France. Et Quentin Briard, qui est directeur global marketing digital et technologie du Club Med, à qui je cède la parole, qui va introduire ce forum. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir tout d'abord de vous recevoir dans notre nouveau resort de la Rosière qui aurait dû ouvrir il y a un an jour pour jour. Nous étions présents et nous avons dû attendre un an de plus avant de finalement ouvrir nos portes. Et je pense que nous nous sommes tous mis ensemble, nous avons tous réfléchi à de bonnes ondes pour avoir un superbe temps aujourd'hui, un panorama magique sur cette belle région de la Tarentaise. Alors ce forum sera dédié, cette prochaine heure sera dédiée à ce qu'on a appelé la reconquête du leadership mondial de la montagne française. Reconquête, vous allez comprendre pourquoi, et je pense que vous êtes tous impliqués dans ces sujets. Il est vrai que jusqu'à 2018, globalement, le nombre de skieurs dans les montagnes françaises était en progression, et on avait réalisé une année 2018 très très bonne, notamment en Europe. Je pense à la France, à l'Autriche, à la Suisse ou à l'Italie. On a connu aussi une croissance continue de destinations émergentes. On peut parler de la Chine notamment, qui a presque doublé son nombre de skieurs en quelques années. Seuls les États-Unis à cette époque-là avaient un petit peu stagné, mais on était arrivé à 350 millions de skieurs dans le monde, ce qui représentait presque une année record, qui était celle de 2009. Malgré ces bonnes tendances, on commençait à poindre des défis majeurs pour la montagne en France, qui était la baisse de l'intérêt d'une population jeune, un manque d'attractivité de la montagne pour cette population en particulier. On reviendra sûrement sur les raisons explicatives. Une traction limitée de l'estival, de la montagne en été, je dirais même plus de la montagne 4 saisons, qui est un enjeu économique majeur pour la montagne. Et enfin, l'accélération de l'impact du réchauffement climatique sur le business model, l'image de la montagne. Ça, c'est ce qu'on avait déjà identifié avant Covid. Puis est arrivée malheureusement la pandémie avec ses conséquences très fortes sur la montagne, puisque mi-mars, nous avons dû tous fermer nos stations, nos resorts, notre activité, avec un impact très fort en Europe. Et puis une saison blanche qui a suivi en France, en Autriche, là où d'autres pays ont opéré, et je pense notamment aux États-Unis, qui n'ont connu qu'une baisse de fréquentation de 10 à 15% l'an dernier, et qui fait qu'aujourd'hui la France se retrouve déclassée dans le classement mondial et a perdu en tout cas sa première place. C'est la raison pour laquelle on parle de reconquête, puisque nous pensons que nous en avons tout le potentiel, mais que de nombreux sujets thématiques sont importants à traiter pour y arriver. Et on va parler d'infrastructures, on va parler d'éducation des sports de glisse, on va parler de l'accueil des étrangers en France, thématiques qui sont ô combien importantes pour réussir cette reconquête. Et je vous propose comme premier thème de démarrer par une question qui est: comment peut-on améliorer l'accueil des étrangers dans les Alpes françaises? Et pour exemple, ça a été une question importante pour Club Med, puisque depuis de nombreuses années, nous nous efforçons d'internationaliser notre clientèle. Et ça a été le cas d'un pays en particulier, qui est le Brésil, puisque nous aurons au mois de janvier 15 000 Brésiliens
qui viendront ici, dans les Alpes françaises, découvrir ces fabuleux resorts. Mais le recrutement de ces 15 000 Brésiliens ne s'est pas fait du jour au lendemain et nous avons dû adapter, année après année, la prestation, puisqu'il est évident que leurs attentes sont différentes, leur connaissance du produit ski est différente, et que ce sont des populations avec un niveau de gamme très élevé et qui ont donc une exigence importante. Et peut-être Sylvain, pour commencer, comment répondrais-tu à cette question stratégique pour les Alpes françaises et cette reconquête du leadership mondial? Oui, c'est bon. Alors effectivement, cette question, elle est assez vaste. Quand on parle de déjà la reconquête, il faut voir où est-ce qu'on la situe. Il y a la notion de leadership aussi qui est derrière ça. Leadership, derrière, souvent, on a cette notion quantitative de clients. On peut aussi se poser la question aujourd'hui, je pense, du qualitatif. C'est-à-dire, alors, il ne faut pas faire le faux débat, faire mieux avec moins, etc. Ce n'est pas ça le sujet, mais c'est de voir aussi cette reconquête, c'est comment on est capable peut-être de mettre en évidence la distinction française, l'excellence française. Je pense que là, il y a un vrai sujet de ce côté-là. Et tu parlais du réceptif tout à l'heure. Effectivement, on sait qu'en France, on a un énorme gap sur la qualité du réceptif. L'accueil à la française, c'est un vrai sujet. Il y a aussi pas mal de formations dans cette dimension-là au niveau d'Atout France. Je sais qu'on en a eu pratiqué par le passé. Mais voilà, je pense qu'il y a déjà cette question. Leadership, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est... je sais, on a eu un objectif national pendant plusieurs années qui était 100 millions de visiteurs par an. OK. C'est qui ces 100 millions de visiteurs? Si je ne renouvelle pas mon staff de clientèle, si je n'ai pas cette cible jeune, etc. On avait quelques études qui nous disaient, si on prend la notion d'hiver par exemple, le skieur moyen avait l'âge moyen du skieur prenait une année chaque année, pas loin. Donc on a aussi cette vieillissement, on est sur un marché qui est mature et donc en fait se pose vraiment cette question de reconquête peut-être par cible de clientèle. Et derrière, après, le travail n'est pas simple. Effectivement, j'entends 15 000 Brésiliens. Enfin, j'imagine que c'est un travail de longue haleine pour aller les capter, pour faciliter l'accès, avoir un accueil de qualité, pour qu'ils reviennent aussi. Parce que si chaque année, il s'agit de reconquérir de la clientèle, c'est énormément d'efforts. Donc je pense qu'effectivement, il y a une dimension qualitative aujourd'hui sur laquelle il faut absolument qu'on s'appuie. Qu'on arrive en fait à vraiment la mettre en évidence. Et l'excellence française, je pense que c'est plus qu'un pari. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on se doit de travailler. Quand on parle d'international, quand on va parler de notoriété, c'est pareil, les campagnes de notoriété, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la mise en évidence de ce qu'on est capable de faire. On sous-estime par exemple le French art de vivre, enfin des choses comme ça, qu'il faut être en capacité de relayer et à tous les niveaux. On parle de la montagne, mais ça va être vrai pour toutes les destinations françaises. Et de voir comment on est capable justement d'imbriquer les choses. Alors après, c'est vrai que sur cette conquête de clientèle internationale, c'est attention aussi, je dirais, à la fausse piste. Nous, c'est vrai qu'à notre niveau, on essaye pour optimiser justement toutes ces campagnes, notamment campagnes de notoriété d'une part, et puis les campagnes de conversion d'autre part, qui sont quand même un double sujet complémentaire. On essaie là de construire un réseau de veille internationale avec nos bureaux. Et ça nous paraît indispensable. Et dans cette veille internationale, il faut comprendre plusieurs choses. Le premier élément, et c'est ultra vrai en ce moment, c'est ce qu'on va appeler le mood. Enfin, quelle est l'ambiance mentale en fait de nos principaux pays émetteurs. On avait un exemple qui était assez édifiant, donc inquiétant aussi pour nous. Par exemple, la clientèle anglaise, UK, où on se rend compte qu'en fait, la problématique là-bas, c'est de se dire, mais est-ce que je peux déjà sortir de mon immeuble? Avant d'être dans un schéma mental d'aller jusqu'en France, il y a encore un pas à construire. Donc ça, c'est le premier point, c'est déjà l'état d'esprit. Le deuxième aussi, c'est sur les attentes des clientèles. Ça, c'est l'éternel refrain. Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors attention aussi, est-ce qu'il faut toujours adapter l'offre aux attentes ou est-ce que l'offre ne doit pas prendre le lead sur le client de demain? Et quand on va parler d'éléments différenciants, de l'excellence française, et à un moment on s'appuie là-dessus et on dit quand vous venez en France, c'est pour ça. C'est pas forcément pour ce que vous attendez, parce que en plus les attentes elles évoluent en permanence. L'autre sujet aussi, et là on va parler de leadership,
peut-être un peu plus de quantitatif, ça va être aussi de savoir quel est le niveau d'exposition de nos pays émetteurs par rapport à nos concurrents. Ça, aujourd'hui, on ne le mesure pas ou pas assez. Et si on veut progresser en fait, dans nos actions, c'est aussi de savoir, un Anglais, un Brésilien, un Chinois, comment il est exposé en fait, par rapport à campagne de hacking en fait, de la Suisse, de l'Autriche, de l'Italie, etc. Et en même temps, ce serait aussi d'avoir, alors c'est un petit peu de l'espionnage, mais de connaître aussi le niveau de mobilisation de nos concurrents sur ces différentes campagnes. C'est combien en euros, mais combien aussi en séquences. C'est comment, c'est qui met au pot, comment. Je pense qu'il y a un énorme enjeu de fédération aujourd'hui collective sur ce sujet. On a déjà engrangé des sujets de ce côté-là. Et puis c'est surtout quand et avec quel message. C'était assez étonnant de voir par exemple la Suisse qui exposait un Federer, un De Niro, mais on ne parlait pas vraiment de ski, sauf viens faire une descente avec moi. Et puis une campagne autrichienne où on ne voit pas un bout de spatule. Ça peut interroger. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi voir comment il se positionne. C'est très juste. Et pour avoir, sur la notoriété, sur l'image, pour avoir passé quelques années en Asie, j'étais surpris de la dominance de la Suisse, notamment dans la prise de parole, dans la communication. Et la France était absente. Et c'est vrai que dans toutes les études de notoriété, sur la montagne, la Suisse sortait comme destination numéro 1. Tu parlais d'excellence. On ne peut pas parler d'excellence sans parler de SF. Monsieur Chabert, qui était directeur général du syndicat des moniteurs de ski de l'école française, président, et qui nous a accompagnés, Club Med, dans l'évolution de la clientèle internationale qui vient ici et l'adaptation des cours, hein, puisqu'il y a une vraie adaptation à faire. Quel est votre point de vue sur cette question ? Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées à travers vos propos. Ce que je voudrais dire, est-ce qu'on a besoin dans une phase de reconquête ou dans une phase de relance ? Moi, je pense plutôt qu'on est dans une phase de relance, parce que pour un certain nombre de pays, on est le ski. Pas malheureusement pour certains pays émergents, entre autres pour la Chine. Pour y être allé en tant que président avec mon directeur général qui est dans la salle, qui n'est pas sur l'estrade, Jean-Marc Simon, non, c'était par rapport quand vous m'avez nommé, on est allé à l'Expo universelle à Shanghai. Et on a vu que le ski européen, le ski, c'était la Suisse. Et c'était tout sauf la France, c'était la Suisse. Ils avaient un télésiège, ils représentaient vraiment le ski. Et donc, si dans un pays grand comme ça, on n'est pas implanté, qu'on n'a pas l'image du ski, ça va être compliqué, surtout sur un pays émergent, alors que un potentiel va certainement sortir de là, un potentiel important. Par contre, sur les pays européens, la France reste le ski. Et la personne, pourquoi elle vient en France ? En dehors du logement, c'est parce qu'il y a des pistes enneigées, préparées. Il y a des remontées mécaniques en état. C'est important, et je crois que ça, il faut vraiment le maintenir, parce qu'on est vraiment les leaders. Aujourd'hui, quand on parle ski, c'est pas l'Autriche, avec des perches qu'on prend, où de temps en temps, ils ont refait un peu, recaoutchouté la poulie du sommet du téléski. C'est quand même la France. La France a un coup d'avance par rapport à ça. Le faire savoir, au niveau de l'Angleterre, entre autres, on l'a fait savoir, et les gens viennent bien. Je pense que c'est une destination qui est marquée avec la France, et une bonne destination. Au niveau des autres pays, non, parce qu'ils croient... Il n'y a pas l'image. On a le Mont Blanc, mais le Mont Blanc, ils pensent pas beaucoup que le Mont Blanc est en Suisse. Personne ne pense que le Mont Blanc, qui en est en Chine, il se trouve en France. Et on a peut-être là un moyen de dire quelque chose, de se faire connaître, et une action à mener. Par contre, au niveau français, on a déjà nos porte-paroles. Les deux meilleurs, vous les connaissez, c'est Evelyne Delia et Jacques Baudin. Ils disent, ce week-end, il va neiger sur les Alpes. Le samedi matin, vous vous réveillez, vous ouvrez les volets quand vous êtes en montagne, vous ouvrez la fenêtre parce qu'ils ont tapé contre, et vous tendez les billets à travers la fenêtre. Ça veut bien dire que c'est attractif. Ça veut bien dire qu'on n'a pas besoin de remuer ciel et terre pour faire de la promo au niveau des franco-français. Par contre, il faut leur redonner l'envie et leur enlever certaines certitudes, entre autres, de croire que c'est très cher.
Alors, c'est vrai que c'est pas donné. Mais je pense que si on vient et qu'on trouve un système pour les faire venir à un moindre coût, je ne parle pas de la journée skieur, parce que la journée skieur, elle coûtera toujours quelque chose. Il faut bien un outil qui travaille 4 mois, arriver à le rentabiliser, alors que l'investissement, ça serait réellement de la taille d'un investissement de 12 mois. Mais il faut qu'on trouve un moyen. Un moyen peut-être au niveau des transports. Parce qu'en France, on a un peu des problèmes de transport, entre autres pour desservir nos vallées. Si on avait un train, puis peut-être un bus qui suit, que tout ça soit inclus et que ça arrive directement dans nos stations, peut-être qu'on arriverait à avoir encore plus de monde. Si au niveau des tarifs, ils savaient la réalité du terrain, ben peut-être qu'ils viendraient aussi un petit peu plus. Au niveau français, on a, je crois, 8% de la clientèle française qui vient du sport d'hiver. C'est pas assez. Nous, au niveau de la région Rhône-Alpes, on a pensé qu'il fallait qu'on commence à former un peu les enfants à venir au ski et leur donner le goût. On a connu, comme moi, la belle époque des classes de neige où, quand j'allais à Paris pour certaines réunions, on me disait, moi, je connais bien Villard-de-Lans. Alors, peu de gens connaissent Villard-de-Lans, c'est mon village. Mais je connais bien Villars parce que j'étais en classe de neige. À l'époque, on faisait 64 vacations de classe de neige par jour. Aujourd'hui, l'école de ski, elle en fait une dizaine. Ça veut dire qu'on brasse personne dans les enfants. Alors, ils ne peuvent pas revenir grands s'ils n'ont pas découvert jeunes. Ça veut dire qu'il faut refaire une politique en direction des enfants. Alors, on va déjà la mettre en place au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, au niveau de la région, associée avec les départements. La Haute-Savoie a signé déjà un contrat. La Savoie va le signer. Ce qui veut dire qu'on va essayer à faire venir nos enfants des écoles pour leur donner le goût. Parce que je crois qu'il y a 2 sports, en fin de compte. Il n'y en a pas 1000. Dans des grands sports, je veux dire, où il y a un certain nombre de pratiquants, où c'est plus un sport, c'est un vice. Et les gens, quand ils sont goûtés, ils peuvent plus s'en passer. Je crois que c'est le ski et le golf. Allez discuter avec un golfeur, il n'y a rien de plus emmerdant. Parce qu'il va vous péter la tête pendant 3 heures en vous parlant de sa balle et qu'il a loué tel coup, et que s'il avait réussi, il allait faire un coup de déontologie. Eh bien, le ski et le golf fixent les gens d'une telle manière qu'on est sûr qu'ils n'abandonneront pas. Et il faut les fédérer, ces gens. Il faut qu'ils mordent une fois. Quand ils ont mordu une fois, ils vont revenir. Et là, peut-être que la relance, puisque moi, ce n'est pas de la conquête, c'est que de la relance, parce que s'ils viennent, ils sont conquis. Mais il faut les relancer pour qu'ils viennent. Ou il faut les lancer tout simplement pour qu'ils viennent. Et par rapport à votre expérience en Chine, où vous avez créé l'ESF en Chine, est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui peut se démultiplier pour non pas aller à la relance de la clientèle européenne, mais vraiment partir à la conquête d'une nouvelle clientèle? Ouais, là, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas dire non. Ils sont tellement nombreux, ça serait bien le diable que sur ce gros paquet, il n'y ait pas un paquet qui vienne chez nous. Si on arrive à le motiver, il a les moyens pour le faire. Par contre, la Chine, ce que j'ai trouvé, que c'était un pays qui était fait pour tout, sauf pour faire du ski. C'est la première fois de ma vie où je suis allé dans une vallée. Et vous savez, dans les vallées, chez nous, on est chasseurs et pêcheurs et cueilleurs. Et on regarde la rivière pour voir s'il y a des truites. Ben, j'ai vu des vallées en Chine où il n'y a pas d'eau en bas. Comment voulez-vous, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de neige. S'il n'y a pas de neige, il ne pleut pas. Il ne tombe rien. Ça veut dire qu'il y a tout, vous allez voir aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de rivière. Formidable quand même. Hein. Trouver une vallée complète, tout ça coule rien en bas. Ça veut dire qu'ils vont faire ça sur du sec. Alors ils ne peuvent pas avoir la culture de la neige. La culture de la neige, il n'y a qu'une partie de la Chine qui a de la neige, mais c'est de la neige qui est plus vouée à l'alpinisme, qui est vouée au ski. Autrement, mais c'est de la neige de culture. Malgré ça, je dis, je ne peux pas être quand même tourner la tête par rapport aux Chinois, parce qu'il y a un tel volume. Si on arrive à leur faire goûter un peu ça, dans de bonnes conditions en France, sans apprendre la langue, parce qu'on n'y arrivera pas, mais en essayant, on a déjà fait un peu l'effort de parler un peu anglais, puis les gens s'adaptent. Puis ils ont toujours un peu une tolérance quand ils vont chez l'étranger. Pour pouvoir arriver à échanger un peu avec eux, je crois qu'on va en fédérer un certain nombre qui reviendront. Et puis, comme ils sont nombreux, on se posera peut-être le problème de les loger à ce moment-là. Mais ça sera dans quelques temps. Mais ce n'est pas abandonné. Mais l'expérience, hormis celle qu'on a pu avoir avec le club et avec Henri, le Club Med, pour moi, c'est un pays qui est compliqué parce on part pas, on n'est pas dirigé vers le ski, quoi. On est dirigé vers autre chose, mais le ski, c'est presque un non-sens, quoi.
C'est un peu comme quand à Marseille, le maire avait dit, l'année où il était tombé tant de neige, si je présente au conseil municipal et je leur dis d'acheter des chasse-neige, ils vont me dire, il a peut-être une carte, cette fois, il faut l'enfermer. Mais c'est un peu pareil. Quand on va en Chine et qu'on leur parle du ski, ils en sont quand même loin, ou moins toute la partie de la Chine active. Hein. Je ne parle pas des endroits perdus où il neige un peu. Merci, Monsieur Chabert. Vous parliez justement d'infrastructures. Je voudrais vous demander, Perrine, vous qui avez voyagé dans le monde entier, dans les plus beaux domaines skiables, et qui organisait dans un peu plus de 400 jours les championnats du monde en France. Quel est votre avis sur les priorités de développement d'infrastructures pour la France et pour les Alpes en particulier? Vous m'entendez? Oui, ça marche. Oui. Avant de rentrer sur ce sujet, je voulais redire un peu quelle a été la place de l'accueil de ces grands événements pour le développement des infrastructures. C'est vrai que si on fait un petit peu de marche arrière et si on revient, on se ramène à 1992, les Jeux Olympiques d'Albertville, ou même avant, 68, qui a été l'occasion de démocratiser le ski à l'époque, avec le développement des classes de neige, la popularisation du ski. 92 a été réellement l'occasion de développer des infrastructures qui sont aujourd'hui encore celles qui ont été faites à l'époque. Si quelque part, à l'époque, la Savoie avait pris plus d'une quinzaine d'années d'avance avec le développement, que ce soit les infrastructures ferroviaires, à la fois les autoroutes. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est la place de ces événements pour accélérer les investissements. Ça, c'est un élément extrêmement important. Investissements qui correspondent aussi à l'internationalisation de la clientèle. C'est véritablement 92 qui a permis de mettre un coup de projecteur. Et là où je veux en venir avant de répondre à votre question, c'est que pour revenir aux propos précédents, et notamment sur la place de la France et comment conquérir des étrangers, pour conquérir des étrangers, il faut avoir des compétences d'accueil, avoir toutes les qualités d'une grande destination touristique. Il faut également avoir une équipe de France, et donc ça renvoie à la notion d'être ensemble, c'est-à-dire c'est tout un écosystème qui doit travailler ensemble. C'est avoir une équipe de France forte, parce qu'on sait à quel point ce sont des ambassadeurs qui sont les premiers ambassadeurs français. C'est également des aménageurs, donc c'est toute la filière montagne, ce sont aussi des fabricants. Et avec tout ça, pour mettre un coup de projecteur sur la destination France, c'est aussi accueillir des grands événements. Quand on voit ces championnats du monde qui vont être accueillis, 2023, ça paraît loin. En fait, c'est dans 14 mois. Dans 14 mois, on sera à l'ouverture de ces championnats du monde. C'est accueillir la terre entière, puisque c'est 75 nations qui seront présentes. C'est 1000 heures de retransmission TV. C'est plus de 500 millions de téléspectateurs. Autant vous dire que c'est une vitrine qu'il faut absolument considérer pour en faire une vitrine de l'excellence de la montagne française, et quelque part que ce soit un lieu de sensibilisation sur des enjeux majeurs, qu'elle puisse participer aussi au renouvellement de la clientèle. Donc c'est dans ce sens qu'on travaille avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc, avec le département de la Savoie, pour faire venir des jeunes. On rappelle à quel point à Chambéry, on disait qu'il y avait plus de la moitié des Chambériens, des jeunes Chambériens qui ne vont pas au ski, qui ne vont pas en montagne. Donc l'occasion de recréer du lien, recréer de la passion autour du ski, autour de nous, et mettre un coup de projecteur. Après, sur la question des infrastructures, le petit clin d'œil avec Albertville, redire que depuis Albertville, ce sont plus de 180 000 lits qui ont été construits en Tarentaise, et que quand on parle d'infrastructure, il y a la question de l'accessibilité qui est un enjeu majeur. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on va en Italie, quand on va aux États-Unis, c'est vrai que ce sont pratiquement des autoroutes qui arrivent dans les stations. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur. C'est vrai qu'on a des domaines skiables qui sont juste incroyables, avec une qualité de préparation des pistes, et puis avec des hébergeurs aussi avec des grandes qualités d'accueil.
Mais c'est vrai qu'il y a cette notion d'infrastructure et ça renvoie, on l'évoquait à table, hein, la notion de parcours client. C'est vrai que c'est un sujet qui concerne aussi bien la population française. C'est vrai que si on n'est pas un client du Club Med où on est pris en charge dès le départ, dès chez soi à Paris pour venir au ski, ou alors on parlait de Rennes, on parlait de Bordeaux, il faut dire que quand on est une famille française, quand on vient au ski, c'est pas simple. Alors je sais qu'il y a des expériences qui sont menées, par exemple avec les Menuires. À titre d'illustration, il y a un lab dans lequel est impliqué Savoie-Mont-Blanc qui va s'intéresser au parcours client depuis son départ chez lui, pour s'assurer, pour l'accompagner dans tout ce parcours, pour que ce soit le plus fluide possible. Alors c'est vrai qu'en termes d'expérience client, il y a l'expérience Club Med qui prend le client dans sa globalité. On voit les resorts aussi aux États-Unis, au Canada, où quelque part il n'y a pas de rupture dans la chaîne de prise en charge, qui sont très inspirantes. Et pour revenir à des sujets beaucoup plus basiques, pour répondre à la question comment améliorer l'accueil du client étranger, il y a cette notion des langues, tout bêtement. Quand on a l'ambition d'accueillir des familles, on parlait des accueils de familles brésiliennes, et c'est vrai que rien de tel, ou alors russe, rien de tel pour une famille, rien de plus rassurant, ou alors une famille néerlandaise, pour avoir parlé aussi à des familles néerlandaises. Rien de tel pour une famille de savoir que son enfant est pris en charge dans sa langue quand il va au cours de ski, ou alors quand il est accueilli dans un club, en fait. Voilà quelques contributions de ma part. Ça a été effectivement le succès principal du Club Med dans des marchés comme la Russie, comme Israël, comme la Hollande, comme le Brésil, d'avoir pu avoir des géos qui parlent leur langue, notamment pour les enfants, et puis d'avoir des moniteurs de ski qui parlent aussi leur langue, ce qui n'est pas toujours facile, mais qui a été fait et qui nous a permis d'avoir des taux de satisfaction très élevés, puisque quand des enfants de 6 ans peuvent skier dans leur langue, c'est quand même plus simple, puisque c'est un sport technique qu'il faut apprendre, et que ça se passe aussi par la langue et pas uniquement la gestuelle. Autre question, pas sur la relance, mais sur la conquête de nouveaux marchés, de nouvelles clientèles internationales avec des attentes un petit peu différentes. Est-ce qu'on estime qu'il y a une évolution à faire au niveau de l'éducation des sports de glisse? Est-ce qu'il y a des initiatives ou des réflexions à mener pour aller justement chercher une nouvelle clientèle qui n'a pas forcément les mêmes attentes que celles que vous exprimiez sur les marchés français, anglais, où le produit répond parfaitement aujourd'hui? Oui, on a un réel problème, c'est la retransmission télévisuelle. Le ski ne passe peu ou pas à la télévision, quel que soit le pays. Pour beaucoup, ce ne sont pas sur les chaînes nationales, bon, à part les chaînes allemandes. En France, à part pendant les périodes comme les championnats du monde ou les Jeux olympiques, autrement, même les grands événements ne passent pas à la télé. Et je pense que pour faire quelque chose, il faut avoir envie. Pour avoir envie, il faut qu'on puisse le voir. Si on ne le voit pas, on n'en aura jamais envie. On ne voit pas comment c'est fait. On a vu, alors là c'est simple à expliquer, dans tous les sports, qu'il y en a eu 1 ou 2 médaillés en judo, tout le monde s'est inscrit au judo. Qu'il y en a eu 1 ou 2 personnes qui ont réussi dans tel ou tel sport, tout de suite les gens se sont inscrits dans ce sport. Et les clubs des sports ont localement gonflé leur nombre de membres. Nous, on passe peu ou pas du tout de retransmission télévisuelle. Il n'y a pas de chaîne qui passe vraiment le ski à part Eurosport. Et souvent, bon, en plus, les horaires, on ne peut pas tellement moduler. Hein. L'heure de la compétition, c'est souvent dans la matinée. Et dans la matinée, il n'y a pas le spectacle parce que c'est le matin. Et on voit tout de suite que l'audience remonte dès qu'il y a une nocturne. Donc ça, c'est un frein, ça, c'est un handicap. Alors, de quelle manière on pourrait déjà, localement, essayer de motiver toutes les chaînes pour qu'ils retransmettent un peu plus de ski? Alors, on sait qu'il y a de très gros problèmes techniques dans le sens où la compétition n'est pas garantie.
en fonction de la météo, et que pour filmer une piste, pour filmer une compétition et que c'est un peu d'attrait, c'est-à-dire qu'on puisse voir l'ensemble de l'enchaînement, ça demande beaucoup de matériel. Et ce matériel en plus est sollicité dans des conditions météo qui ne sont pas très bonnes, pas toujours bonnes, souvent de grand froid comme aujourd'hui. On multiplie les handicaps qui font que le ski est un petit peu mis de côté par l'ensemble des chaînes. Et tant qu'il n'y aura pas cette ouverture, ça reste confidentiel, vers le grand public, on aura beaucoup de mal. Hormis les faire pratiquer comme on essaye de le faire avec les gens du Piémont de nos vallées. Mais c'est bien au-delà qu'il faut aller. C'est là où les championnats du monde peuvent être un formidable atout, un formidable relais, puisque ce sera, croisant les doigts, la première compétition en mode normal, on va dire, en France. Sylvain, on a parlé d'infrastructure, on a parlé d'éducation, on a parlé en introduction de retrouver un leadership ou une relance. Quels seraient selon toi et Atout France les principaux leviers justement pour attirer cette clientèle internationale, sous réserve qu'elle ait un état d'esprit entre guillemets libéré, ou en tout cas qu'elle ne soit pas sous les contraintes actuelles, mais pour augmenter cette capacité à l'attirer et à prendre cette première place mondiale et recruter des personnes qui iraient plutôt en Suisse ou en Autriche et les attirer plutôt en France? Alors on a beaucoup parlé du ski. On a beaucoup parlé de la Chine aussi. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'aller en Chine. Par contre, je me rappelle d'un repas assez étonnant avec l'ambassadrice montagne de la Chine, Grand Ski. Et après le repas, on a encore parlé pendant 2 heures. Et sur ma carte de visite, elle m'avait dessiné un logo, un seul logo, qui représentait ce qu'attendaient les Chinois. C'était bien-être, bien manger, bien vivre et bien respirer. Non, mais c'est quand même assez symptomatique, c'est-à-dire que bien respirer, oui, effectivement, quand on est à Pékin, Shanghai, etc., ultra pollué, etc. Et en fait, leur attente en matière de vie, c'est ça. Et donc, au-delà de ça, je voudrais rebondir aussi sur une étude qu'on a faite. Et dans ce cas-là, on s'extrait de toute cette anxiété sanitaire. Une étude qu'on avait faite en 2018. Une étude internationale qu'on avait pilotée avec Sociovision. Ça, c'était le premier acte. Et puis, on en a consolidé une autre en 2020, plus sur le volet hébergement. Mais en 2018, on avait questionné la plupart des nationalités de nos pays émetteurs et ce qui ressortait. Et quelles étaient les 5 tendances montantes qui se différenciaient sur l'ensemble de ces pays. Alors ça peut paraître étonnant, mais j'ai quelques chiffres à vous transmettre. 75%, c'est la connexion au territoire. Ensuite, on avait 66%, c'était le désir d'insolite. 53%, santé bien-être. 50%, tourisme responsable. Et 43%, la connexion aux autres. Et on était dans une double cible, hiver-été. Et donc, en fait, ce désir d'activité, d'effort, etc., il est important. On a parlé du ski. On a eu une excellente démonstration l'hiver dernier, à nos dépens. C'est que quand le ski n'est pas présent, parce que les remontées mécaniques sont fermées, mais que les stations restent ouvertes, c'est 70% de dépenses clients en moins sur les territoires. C'est 56% de fréquentation en moins. Et donc, on voit qu'on est sur un pilier central. Mais autour de ça, je pense qu'il y a tout un travail sur lequel on se doit de travailler. Alors, on peut parler de diversification, etc. Mais en tout cas, il y a une appétence, une différenciation aujourd'hui, je pense, qui est nécessaire. Il y a les activités de glisse multiples, et on cherche à les multiplier, et on faut reconnaître que toutes les stations font des efforts d'ingéniosité aussi pour diversifier l'offre. Mais on se rend compte qu'en fait, ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Et il y avait quelques verbatims qui étaient extraits et synthétiques de cette étude, et je voulais les partager avec vous. Sur la connexion au territoire, c'est on ne veut plus seulement visiter les territoires, mais en découvrir les spécificités en faisant faire l'expérience concrète. Vivre local redonne du sens à un monde qui semble ne plus en avoir. C'est quand même fort. Sur la connexion aux autres, c'est la recherche de relations plus authentiques, j'aime pas trop ce mot, mais bon, avec les autres, ne cesse d'augmenter.
ce qui encourage la demande de lieux permettant de créer des rencontres, etc. Donc c'est la rencontre avec les autres. Et quand on parle de connexion, c'est la connexion au territoire, la connexion aux autres. Et il y avait un autre filigrane, c'était la déconnexion. Je vais faire autre chose. Alors, effectivement, je pense que là, il y a quand même quelque chose à regarder de près. Et après, de se dire, mais nous, en France, qu'est-ce qu'on a à proposer autour de ça? Et je parlais tout à l'heure de l'excellence française, mais elle est multidomaine, l'excellence française. La France, elle est connue pour quoi? La gastronomie. Et voilà, elle est connue pour le French art de vivre, elle est connue pour tout ça. Donc ça, je pense que ce sont des éléments qu'il faut absolument qu'on arrive à mettre en place. On parlait effectivement des mondiaux de Courchevel-Méribel, formidable coup de projecteur. Et là, on est pile dans notre cible, montagne. On a quand même 2 autres gros événements qui arrivent en France, il ne faut pas les oublier. Et tout ça, ça va s'accumuler. Mondiaux 2023 février, Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques 2024 à Paris. Et en fait, tout ça, c'est l'occasion de voir comment on peut profiter en fait, de ces gros coups de projecteur pour remettre le poids sur des destinations comme la montagne. La montagne, c'est quoi? C'est l'activité, c'est les paysages, c'est le bien-être, etc. Il y a quand même beaucoup de valeurs qui sont partagées avec les Jeux olympiques. Faut pas s'en écarter. Et donc, c'est de voir aussi comment on est capable de profiter de ces coups de projecteur en fait, pour faire parler de la France et en réponse en fait, à ces aspirations profondes. Sinon, on risque de passer à côté de quelque chose. Et donc, il y a peut-être un enjeu par rapport aux mondiaux de 2023, ce serait peut-être d'avoir des contenus médias prêts à l'emploi qui permettent d'aller, je dirais, alors un peu l'image, mais au-delà quelque part du portillon de départ et de l'aire d'arrivée, de dire, regardez par exemple sur ces territoires tout ce qui est en train de se passer pour prolonger les séjours. Là, il y a un énorme enjeu, c'est faire connaître la France pour tout ce qu'elle est capable d'apporter. On prend le parallèle avec la Coupe du monde de rugby. On a un bon cran d'avance là, avec les organisateurs, où chaque ville de réception en fait, de match est en train de travailler justement tout ce qu'elle est capable d'offrir à cette clientèle. Perrine le disait, 500 millions de vues, 70 pays. Enfin, c'est inouï. Donc en fait, il faut voir justement comment on peut aussi profiter de ces éléments internationaux pour mettre le paquet. Mais pour ça aussi, il faut être prêt et il faut être en phase. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, là, il y a très certainement un bon coup à jouer de ce côté-là. Et effectivement, là, Perrine avait 100% raison. Elle parlait d'équipe de France. Et voilà, c'est l'équipe de France de tous les acteurs, de voir comment on est capable de se mettre en ordre de marche de façon complémentaire voilà, sur l'ensemble de ces sujets. Merci Sylvain. Alors on pourrait en discuter toute l'après-midi, parce que le sujet est très vaste. On a une inauguration qui arrive dans quelques minutes. J'ai eu des petits regards insistants. Avant de passer aux questions-réponses, qui est un moment important pour nous, je voulais quand même avoir un mot de la fin ou ce qui vous semblerait être la priorité numéro 1 pour vous à mettre en place dans les prochains mois, dans les prochaines années. Moi, je pense qu'il y aura forcément un après-Covid. On souhaite que ce soit le plus rapide possible. Mais je pense qu'il y a le visage d'une montagne responsable, éco-responsable, forcément qu'il faudra s'attacher à mettre en valeur. Et c'est vrai qu'au niveau de Courchevel-Méribel 2023, on est complètement dans ce sujet. On est en marche vers une certification ISO 20121. On est en marche vers l'évaluation d'un bilan carbone pour montrer qu'on est en marche, voilà, également vers cet enjeu majeur. On prend part à cet enjeu majeur qui est le changement climatique, clairement. Merci Perrine. Oui, mais ça rejoint Perrine, c'est de faire de notre région la première région durable d'Europe. Maintenant, sans oublier quelque chose et toujours en le gardant devant, c'est quand même la neige. Parce que, pourquoi je dis ça? Je tire pas un trait sur le reste, mais j'ai la chance d'habiter une région, un village qui s'appelle Villard-de-Lans, où il y a 2 saisons. Il y a une saison d'hiver et une saison d'été. Et je peux vous dire que l'été, c'est Tokyo, le métro, les heures de pointe. On est obligé de gérer les gens et presque les canaliser. Parce qu'on est à côté de Grenoble, parce que beaucoup de monde monte sur le plateau. Et que, par contre, quand on ouvre le tiroir-caisse, si le supermarché du coin est content, il a vendu beaucoup de quinoa. Mais quand on ouvre le tiroir-caisse, il ne faut pas vous faire du souci, il n'y en a point. Et il faut quand même qu'on se rappelle que la montagne s'est développée à travers le ski. Après, il y a le reste. C'est bien. Mais, et c'est pour ça que
La première chose qu'il faut pour l'avenir, c'est quand même garantir la neige tant qu'on peut. Parce que c'est ce qu'ont fait les Autrichiens, c'est ce qu'ont fait les Suisses, c'est ce qu'ont fait les Italiens, et on a pris beaucoup de retard par rapport à eux. Alors avant de vouloir passer à autre chose, commençons par faire ce dont on est sûr du résultat, c'est-à-dire de la neige. Ça durera peut-être qu'un jour on en sera en difficulté. Moi je ne le verrai pas parce que je pense que pour les 50 ans à venir, c'est peut-être pas encore tout à fait foutu. Je pense qu'on attirera encore du monde. Mais bien sûr, faisons-le d'une manière raisonnable, sans pour cela barrer le reste, parce que c'est hors de nous de barrer. Alors dans certains coins, on est obligé de canaliser. C'est ce qui se passe un peu sur le Vercors, parce qu'il y a des moments, on serait presque obligé, on l'a vu l'année dernière, où des maires étaient presque à prendre des arrêtés pour pas que les gens viennent en période hivernale, parce que les remontées ne tournaient pas. Mais il y en avait de partout, et on reste quand même responsable de la sécurité en montagne. Un maire d'un village reste quand même le patron du système. Donc, c'est bien, mais le fondamental, c'est la neige, et l'oublions pas, parce qu'on a trop vite un peu, depuis cette crise du Covid, en disant, on va la remplacer par quoi? Non, on ne va pas la remplacer, la neige. Il faut la maintenir. Et puis, on va rajouter. Parce que autant, bon, le tourisme 4 saisons, ça, c'est bon pour les bobos parisiens, ça n'existe pas. Hein, c'est 2 saisons. Une saison d'hiver, une saison d'été. Si on fait déjà les 2 saisons, on aura bien travaillé. Puis à un moment donné, il faut savoir que quand on travaille l'hiver, c'est samedi, dimanche, lundi, samedi, dimanche, lundi. Jour de Noël, jour de l'an. Donc il faut souffler un peu. Puis il faut faire des travaux. Et puis si on veut faire 4 saisons, il faut déjà rouvrir les boulangeries à l'automne. Parce que si vous montez dans certains villages, là, de belles stations, n'oubliez pas le pain en bas, hein, parce qu'autrement, vous ne mangerez pas à midi. Donc, il faut aussi arrêter de rêver et dire on va faire du 4 saisons. Faisons déjà 2 saisons, voire un peu allongé, on aura bien travaillé. Et surtout, ou en parallèle, confortons l'hiver. Parce que, bon, je suis presque un peu agressif dans mon discours, c'est pas le but. Mais c'est vrai que tous les jours, j'entends, on me dit ouais, mais là, il faut faire du 4 saisons. Et puis la neige, tu vas la remplacer par quoi? Il n'y en a pas. 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. S'il y en a un qui sait ce qu'il faut faire, c'est pas avec les vaches. Parce que moi, je suis parti avec 6 vaches à l'étape. Je peux vous dire qu'avec ça, on ne vit pas. Donc, c'est pas par les vaches. Et il n'y a que ça qu'on pourrait un peu faire chez nous. Et les gens qui viennent à la journée, ils viennent, mais ils dépensent peu. Parce que la montagne, ils respirent, ils font tout ce qui a été dit. Mais la respiration, elle est gratos. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut être raisonnable. Il faut s'ouvrir, c'est évident. On doit faire une montagne durable. On doit peut-être arrêter de faire ce qu'on a fait à un certain moment, on a débordé, mais quand ça gagne, on déborde le trait des fois un peu. Hein. Le bidon déborde. Là, il faut essayer de remettre un peu à flot. Mais restons raisonnables et continuons la neige. Je vous rejoins totalement et je pense que l'année 2020 a montré que l'écosystème de la montagne ne pouvait pas survivre sans la neige et c'était le cri du cœur de nombreux acteurs de la montagne, dont Henri Giscard d'Estaing. Sylvain, un mot de la fin? Et puis chiffre à l'appui d'ailleurs, quand même. Un mot de la fin. Alors, nous on a une baseline pour la France, c'est de faire de la France la première destination touristique durable du monde. On était la première destination touristique du monde et là on parle de chiffres. Donc peut-être aussi repenser le leadership de façon plus globale, pas uniquement avec du chiffre, du nombre de voyageurs, etc. Et quand on a dit ça, c'est déjà une notion presque galvaudée, le tourisme durable. Nous, ça fait quand même 1 an qu'on y travaille, et je pense qu'autour de ça, il faut être en capacité de définir des marqueurs, en quoi ça fonctionne, ce sur quoi on peut aussi s'appuyer. Et puis, il y a tout un travail aussi aujourd'hui de construire un référentiel collectif. Et je pense que là, ça va être un autre mot qui va être de travailler encore plus collectif. Je pense qu'on s'en sortira comme ça. Enfin, on s'en sortira en tout cas, on restera bien présent comme ça. On s'adaptera de cette façon-là. Et quand on parle de cette notion, c'est aussi être en capacité d'être visible au niveau international. L'éco-responsabilité, etc., enfin, ça dépasse, c'est pas que des mots, c'est des choses qui sont, c'est une lame de fond qui est en train d'impacter toute la planète. On ne peut pas passer à travers. Et si on veut être présent sur la scène internationale, sur ce champ-là, en tout cas, il va falloir être en capacité d'être visible. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être tout un travail aussi de construire un cadre sur lequel on peut se référencer et exister, être référencé sur la scène internationale. Je prends juste un exemple très simple. Il y a les 17 objectifs du développement durable qui sont internationaux. Vous avez l'UNTWO, qui est l'Organisation internationale du tourisme. Vous avez une plateforme aujourd'hui où
les destinations engagées d'un développement touristique durable sont présentes sur une carte du monde, et la France n'existe pas. Et on est la première destination touristique du monde. Donc je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui de travailler ce collectif, d'être en capacité de définir aussi des indicateurs pas fantasques, mais sur lesquels on est capable de s'appuyer en travaillant sur nos marqueurs et de capitaliser là-dessus justement pour être encore plus présent et identifié. Merci beaucoup. Je vous remercie de vos différentes interventions et de la qualité de cette belle discussion. Ce que j'en retiens vraiment avant de passer aux questions-réponses, si j'essaie de résumer vraiment en quelques mots, je dirais qu'il y a à se poser la question de cette définition de reconquête du leadership. Quel mot on met derrière, et je pense que la notion de qualité est importante. Je pense que c'est là-dessus que la France doit se positionner. Mais je reprends le terme aussi de relance. On a vraiment deux objectifs distincts entre la relance européenne, l'après-Covid, sur le ski notamment, versus une conquête encore d'une nouvelle clientèle internationale. On a parlé d'infrastructure, qui est un élément extrêmement important, qui effectivement, la qualité des infrastructures n'a pas suivi le nombre croissant de lits disponibles à la montagne. Et dans cette infrastructure, que ce soit le transport, mais aussi la neige de culture, qui est extrêmement importante dans le développement durable de la montagne, et où nous accusons effectivement un retard, puisque certains pays sont à 90% de couverture par la neige de culture, là où on est plutôt en dessous des 40% sur la France. Il y a eu aussi cette notion de faire de la montagne française la première destination durable, qui rejoint cette notion de qualité aussi, qui va être un enjeu fort. Et puis une double saison, ce sera déjà quelque chose de bien, avec une vraie belle saison de ski, qui est le premier objectif de la montagne, bien évidemment. Et enfin, et je pense que c'est un sujet de gouvernance, il y a énormément d'acteurs, on parle effectivement 10 milliards sur le ski. On a un écosystème à la montagne qui est nombreux, mais il faut penser qu'on a le même objectif, qui est de celui de battre nos concurrents. Et pour cela, il faut travailler tous ensemble, et qu'on a une formidable opportunité dans les années à venir avec les nombreux événements dont vous avez parlé, qui touchent la montagne, mais pas que, pour travailler tous ensemble et faire de la montagne française la première destination durable dans le monde. Voilà ce que j'ai retenu de cette discussion, et je vous propose de passer à quelques questions-réponses. Alors, nous avons des micros à votre disposition. Est-ce que quelqu'un a une question? Voilà, merci. Bonjour à tous, Olivier Duc, premier adjoint Tignes. Merci pour ces échanges qui effectivement, pour lesquels on est bien en phase. On parle de montagne durable, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. De reconquête de marchés internationaux, pourquoi pas. Bon, c'est un peu moins compatible avec la durabilité, mais bon, on va prendre là où ça n'empêche pas. Mais il y a un sujet sur lequel on imagine que la montagne doit pouvoir survivre, c'est sur le renouvellement de nos skieurs locaux. Je parle en France et en Europe, finalement, tant qu'à faire. Et là-dessus, on l'a évoqué rapidement, mais ça, pour moi, c'est un sujet d'inquiétude majeure, parce qu'aujourd'hui, on sent que la jeunesse est attirée par la montagne. Elle vient l'été, elle vient se ressourcer, elle vient faire la fête, elle vient se connecter aux autres, elle vient découvrir nos espaces naturellement extraordinaires, mais elle vient moins faire du ski. Et comme il disait chez Chabert, c'est finalement ce qui aujourd'hui est créateur de richesse. Donc, au-delà des classes de neige qui sont compliquées à organiser, comment remettre les jeunes de 20 ans sur les skis, quelque part, comment leur faire goûter à ce sport qui, vu de loin, est compliqué et cher, dans un milieu qui est froid, qui est loin, quoi. Donc pour moi, voilà, c'est renouveler nos skieurs européens, on va dire.
Vaste question, question complexe. On se donne une dizaine de minutes, donc peut-être 2 questions supplémentaires. Je vous laisse répondre. Il y avait plusieurs questions dans la question. Si on veut parler des jeunes, je pense qu'on a une vraie question à se poser aujourd'hui, que si on veut rendre cette montagne attractive pour eux, il faut aussi répondre à leur façon de vivre, de ce qui les anime. Donc effectivement, on dit le ski c'est un pivot, oui. Peut-être qu'ils reviendront au ski si on est capable d'avoir un séjour packagé où on arrive à leur offrir justement un ensemble. Est-ce qu'il faut viser autant de pratiques qu'on a connues par le passé, ou est-ce qu'un peu moins, mais de façon sûre, c'est déjà bien aussi, quitte à ce que demain, ils en fassent peut-être un petit peu plus. En fait, je pense qu'il faut aussi voir comment on peut les amener pas à pas vers quelque chose, mais en répondant en fait à la globalité de leurs attentes. Voilà, ça pourrait être, enfin c'est hypothétique, mais ça pourrait être un écueil en fait d'essayer de vraiment d'avoir une cible unique. Parce que peut-être qu'on passera à côté en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a ce sujet. Sur la question, il y avait la question aussi de la reconquête de la clientèle domestique. Bon, ça a échappé peut-être à personne. On a renforcé nous nos efforts en matière de promotion au niveau d'Atout France. Bon, on avait 400 000 € par an. Vous allez dire c'est pas grand-chose. En 2018, on est à 2 millions d'euros par an maintenant, et pour les 4 prochaines années. Donc il y a un vrai effort. Et en fait, toute la question, c'est sur quoi on s'active. Atout France, on est attendu sur la promotion à l'international. Bon, on a eu un truc un peu bizarre l'hiver dernier, où on a dû aussi se recentrer sur la reconquête domestique. Et là, on parle vraiment de reconquête. Hein. Je suis désolé, plus que de la relance, c'est que les chiffres sont à l'appui. On a accompagné, on a collaboré avec Domaine Skiable de France, avec France Montagne sur une enquête Ipsos, sur aussi l'appétence des Français par rapport au ski. Donc là, il y avait SNMSF qui était avec nous, et on s'est rendu compte qu'on avait des indicateurs comme quoi effectivement le ski c'est quand même quelque chose qui est assez présent en France, mais c'est peu pratiqué. Si on enlève ceux qui pratiquent au moins une fois par an, on tombe assez vite à 2 à 3 fois, une fois tous les 2 ou 3 ans, et peut-être encore un petit peu moins. Et quand on a cumulé tout ça, c'est pas non plus énorme. Et on se rend compte qu'en fait, et là on croise aussi avec des enjeux de durabilité, on a un vivier de pratiquants aujourd'hui qui reste important. Maintenant, quand on va parler d'accessibilité, c'est vrai qu'il y avait le parallèle avec le judo tout à l'heure qui était évoqué, etc. Il faut aussi être lucide. On est sur une activité physique qui nécessite de l'équipement, se mettre dans un milieu contraint, etc. Et ça, il faut être en capacité justement de l'accompagner et de rassurer par rapport à tout ça. Alors une fois que j'ai dit ça, j'ai peut-être rien dit, mais en tout cas, nous, de notre côté, on a ça en tête, de se dire que si on doit mettre le paquet, il faut aussi être en capacité de viser également cette clientèle domestique pour essayer de la remettre au goût de la montagne, le ski, mais pas que. C'est peut-être justement en ayant cette ouverture d'esprit qu'on sera en capacité de reconquérir du skieur. Voilà, je ne sais pas si cet avis est partagé, mais si on est mono-cible, parce qu'on sait que c'est ce qui fait vivre, on passera peut-être à côté d'une capacité de reconquête. Donc voilà, ça c'est peut-être que ça ouvrira plus le débat, que ça n'apportera de réponse. Oui, assez rapidement. Le gros problème du ski, c'est que ça se pratique à la montagne. C'est ballot ce que je vous dis, mais on ne peut pas en faire ailleurs. Il faut qu'il y ait de la neige. S'il n'y a pas de neige, on n'en fait pas. Donc il faut que les gens y viennent. On a beau tourner dans tous les sens, on n'y arrivera pas. Et la deuxième chose, c'est que le ski, si on n'apprend pas, on ne sait pas faire. Il faut conditionner des réflexes pour arriver à faire du ski. C'est aussi ballot, on peut essayer de jouer au tennis, comme un pied, on arrivera de temps en temps à renvoyer la balle. Le ski, on va se décourager, on n'y arrivera pas. Ça veut dire que ça charge à chaque fois. Il faut se déplacer. Il faut qu'en même temps, on ne va pas se faire plaisir tout de suite parce qu'il faut apprendre. Donc tous ces facteurs me font dire que ce n'est pas one shot, un jour on va faire un séjour pas cher qui vont faire venir les gens, que ça va enfoncer le clou. Il y a vraiment, c'est de retrouver un système, alors ça peut être des vacances, ça peut être ce qu'on veut, éducatif, où il faut qu'il y ait un minimum quand même de gens qui le fréquentent pour qu'avec la perdition, on en ait un petit peu qui reviennent et qui soient fidélisés. D'où l'action qui est faite par la région et les départements, de dire on va faire skier tous nos enfants de l'école primaire, des collèges et des lycées. Ça, je pense qu'il y aura quand même un peu de retombées. Mais on touche qu'une région. Donc de faire revenir après
dans le projet pédagogique des scolaires, le ski, j'y crois pas trop parce qu'ils préfèrent l'informatique. D'abord, ils se déplacent pas, ils leur achètent une tablette puis ils les laissent travailler chez eux. Partir avec un groupe, c'est quand même contraignant. D'autant plus avec les responsabilités. Avant, le gamin esquissait la jambe, on le mettait au fond du car, il rentrait à Paris. Maintenant, il y a l'hélicoptère, il y a l'enquête du procureur, il y a les gendarmes qui passent 4 fois. C'est pas tout évident. Les remontées méphatiques sont fermées une demi-journée. On a changé d'époque. Mais ce geste a besoin d'être pratiqué pour que l'envie se crée définitivement. Et c'est bien un des problèmes du ski quand même, sur cette clientèle captive. Alors on se dit, bien, il y a une clientèle plus loin, et comme il y a beaucoup de pays émergents, on a encore des beaux jours par ça. Mais c'est vrai que ça fait de la peine pour nos jeunes de nos vallées. Alors de nos vallées, on a peut-être trouvé un bout de solution. Mais pour nos jeunes Français qui pourraient venir au sport d'hiver. Tout à fait. Juste en complément, Perrine en parlait tout à l'heure, mais c'est une génération qui est née avec le digital. On parlait de parcours client. Il est vrai que le ski, en particulier, est un parcours client qui peut être compliqué. Et en tout cas, le dernier kilomètre peut générer des heures pour finaliser sa location de ski, le ski pass, les équipements, etc. Donc il est évident que pour cette nouvelle génération, les initiatives qui sont prises au Menuire, je crois, par le Lab notamment, sont de belles initiatives. Ajoutez à cela la personnalisation. On ne sera pas sur une clientèle qui, comme nous, comme moi, allait au ski du samedi au samedi, puis moi du dimanche au dimanche maintenant avec Club Med, ce qui est 5 jours sur 6. Hein. On ne sera plus sur ce type de clientèle. Une autre question ? Bonjour, Didier Charvet, directeur des services à la mairie de Montvalzan-la-Rosière. Donc c'était juste, c'est pas tellement une question, c'est plutôt 2 petites remarques, parce que je pense que des fois c'est souvent les détails qui font la différence et qui amènent à des choses plus grandes. Par rapport à l'intervention de Madame Pellen tout à l'heure et sur l'importance de l'apprentissage et des langues étrangères par rapport aussi à l'accueil des clientèles étrangères. 2 exemples concrets qu'on vit aujourd'hui à la mairie de Montvalzan et qu'on défend depuis quelques temps, c'est quand on rentre dans la plus grande vallée de ski mondial en Tarentaise, on a des panneaux de circulation routière qui sont qu'en français, avec des terminologies praticabilité des routes fermées, rouge, ouvert, vert. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une piste de ski qui est difficile ou pas difficile ? Voilà, aucune idée. Donc encore là, on se met pas du tout. C'est des petits détails qui comptent, mais on se met pas du tout à la hauteur des clientèles étrangères. Quand on va à l'étranger, qu'on va à un pays où on comprend pas du tout la langue ou l'alphabet, on est content d'avoir une traduction en anglais. Alors première vallée mondiale du ski, on n'est pas capable de le faire. Donc là, malgré toutes les interventions de Monsieur le Maire vis-à-vis des services de l'État ou du département, on n'arrive pas à bouger. Et autre système aussi, on montre encore une fois que l'État ne bouge pas. On est en train de se battre contre l'éducation nationale qui veut nous enlever nos intervenants locuteurs natifs qu'on paye, nous, mairie de Montvalzan, pour intervenir dans nos écoles et faire que nos enfants de la commune soient avec un temps d'avance et hyper à l'aise par rapport à l'accueil qu'ils auront à faire de nos vacanciers. On n'arrive pas à les maintenir parce que l'éducation nationale considère que c'est le boulot des profs qui ne sont pas locuteurs natifs. Voilà. Donc 2 exemples concrets où il faut peut-être changer les attitudes aussi de l'État, les mentalités, et par des petits détails concrets, je pense qu'on peut impulser quelque chose de bien plus général et bien plus important et dynamique pour la vallée. Merci beaucoup. J'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit un petit peu au-delà. Il y a une typologie de personnes dont on n'a pas du tout parlé, qui est celle des habitants. Et là, on parle effectivement de maintenir la population, être en capacité de faire le métier de la bonne façon pour améliorer l'accueil, etc. Et je pense qu'effectivement, quand on va parler de progrès, je pense que c'est voir aussi comment on replace demain les habitants dans toutes les élaborations de stratégies locales, de développement, etc. Pareil, quand on parlait de mobilité, si on pense mobilité pour les touristes, on passe à côté de quelque chose d'abyssal. La mobilité, c'est aussi la mobilité quotidienne des gens qui y habitent. Et je parlais tout à l'heure de connexion au territoire et de connexion aux gens. Si on n'est pas en capacité
d'avoir un vrai travail, une vraie réflexion sur le maintien des habitants et la qualité de vie des habitants. On va vider nos territoires et on sera à contre-courant par rapport aux attentes justement des touristes. Donc voilà, je pense qu'effectivement là il y a un énorme sujet. Ça passe par effectivement l'apprentissage pour entretenir et même améliorer les métiers d'accueil, d'accompagnement, etc. Mais il y a aussi tous les autres sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, à mon avis, qui doivent traiter, doivent vraiment mettre les habitants en fait au cœur de la réflexion. On va prendre une toute dernière question, s'il en reste une. Merci. Merci. Bonjour, Jean Bourset, donc ancien exploitant de remontée mécanique dans 4 domaines différents, tant dans les Pyrénées qu'en Savoie, en Haute-Savoie et dans l'Isère. Donc je voudrais revenir, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt essayer de donner une approche un peu différente au sujet. Je ne crois pas qu'on ait répondu à la question initiale. Je pense que pas mal de choses ont été dites, très intéressantes, qui font partie de notre vie de tous les jours, mais on a été un peu hors sujet. Bon, c'est pas très grave, l'essentiel c'était d'échanger sur tous ces sujets. Moi je reviens à Perrine, ce qu'elle a dit tout à l'heure, elle a parlé de mai 68, pas de mai 68, pardon, des Jeux Olympiques de 68. 68, ça a été une vraie date dans le ski, parce qu'on a changé de modèle dans les stations françaises, on est passé de, bon, Villard-de-Lans bien sûr, j'étais exploitant à Champs-Rousse, donc je connais bien ce type de société, de station, et certaines stations n'ont pas vu le vent venir, d'ailleurs à cette époque-là, c'était le cas de Champs-Rousse, quand les Jeux Olympiques ont été passés, on a changé de modèle, on est passé sur le front de neige, on est passé sur les stations intégrées, on est passé sur la 3e, voire la 4e génération, la Tarentaise s'est développée, d'autres stations se sont développées, etc. On était dans un schéma de développement avec une idée de l'excellence. L'école du ski français, ça a toujours été la représentativité de l'excellence du mode de virage, etc. Je pense que 2021, ça sera une nouvelle date de changement. Si on ne change pas de modèle, si on continue le modèle qui a régi nos 30 dernières années, qui nous a fait vivre, comme tu l'as dit, Gilles, je ne suis pas sûr qu'on gagnera les 10 prochaines années. Il faut regarder qu'est-ce qui fonctionne en France très très bien. C'est par exemple le monde du luxe, Kering, LVMH, etc. Je pense qu'ils ont donné une image de l'excellence de la France dont il faudrait s'inspirer. Tout à l'heure, quand on disait des stations, il y a des endroits où il y a 90% de neige de culture, je ne suis pas sûr que ce qui est sur 90% des pistes en neige de culture soit d'une image de qualité. C'est un peu dur la neige de culture. Elle n'est pas tout à fait pareille que la neige naturelle. Peut-être que 66%, ça pourrait suffire. Il faut qu'on trouve une particularité pour rester en tête. Il faut qu'on trouve une particularité au ski en France pour se démarquer des autres. Gilles, tu parlais de l'Autriche. Dans le Tyrol, franchement, ils sont largement aussi bien équipés que la Tarentaise, voire plus. Et donc il faut qu'on trouve notre modèle, il faut qu'on trouve notre image de marque. On a su le faire avant 68, on a su le faire après 68. Il faut qu'après 2021, on sache encore le faire. Est-ce que je peux vous demander une courte réponse? Malheureusement, je vois les équipes qui doivent remettre en place la salle me faire signe. Non, on ne va pas refaire. En fin de compte, il ouvre une nouvelle Merci. porte. Donc, c'est vrai, mais je crois que quand même, il faut un peu de neige pour skier. Le luxe, je suis d'accord avec toi. Si ce n'est qu'à Courchevel, c'est pas loin. Presque à chaque fois qu'il y a un nouveau maire, il se pose la question. Est-ce qu'on a bien choisi de jouer dans le haut de gamme et s'il se passe quelque chose, est-ce qu'on ne va pas tomber bas? Donc, le luxe, ça va un peu avec. Hein. Voilà, bon, puis c'est ouvrir une autre porte, ça serait refaire 1h30, quoi. Et je crois que, mais c'est bien d'amener ta caution à cette discussion, à cet échange. Après, on avait quand même discuté de l'image de la France dans le monde, et cette image ne pourra passer que par son art de vivre, sa qualité, choses qui seront essentielles dans le développement des Alpes. Si j'ai bien compris, le luxe était s'inspirer du luxe dans la façon d'appréhender les marques, ce qu'on fait valoir, l'excellence, etc. Et je pense qu'on a quand même, on n'était peut-être pas tout à fait hors sujet, parce que je pense qu'on a quand même abordé certains sujets, effectivement, de dire qu'est-ce qui va être en capacité de nous différencier, quels vont être les marqueurs français sur lesquels on doit s'appuyer pour prendre ce fameux virage, et l'après. Voilà. Et je vous rejoins complètement. Je pense qu'en 2020, 68-2020, c'était bien cet exemple effectivement. Mais quand on entend aussi que depuis 92, plus vraiment beaucoup de nouvelles infrastructures, etc. Demain, les infrastructures, c'est quoi? On poursuit sur ce qu'on a développé en 92, ou est-ce qu'on essaye d'inventer aussi autre chose? Voilà, on a des exemples en Occitanie, vous parliez des Pyrénées tout à l'heure, où il y a des initiatives qui sont en train de se faire sur la mobilité.
Donc effectivement, je pense que ce virage, on peut le prendre. Il faut voir quels sont nos marqueurs de différenciation ou d'excellence, en tout cas. Mais il y a quand même cette notion de durabilité, je suis désolé de revenir sur ce mot, dont on n'échappera pas. Donc forcément, ça, c'est quelque chose de transversal qui doit être en capacité de mettre en lumière certains marqueurs. Voilà. C'est un peu l'image que j'en ai par rapport à votre intervention. Merci beaucoup de votre attention et participation. Et puis merci infiniment à Perrine, M. Chabert et Sylvain pour cette très intéressante discussion autour d'un enjeu capital pour la France. Merci à tous.